Bonjour. Alors, je vais vous présenter et introduire Francis Bautvin, qui est né en 1964, qui vit et travaille et enseigne à Lausanne. Il enseigne à l'ECAL, qui est l'école d'art de Lausanne. Il est diplômé de l'école supérieure d'art visuel de Genève. Donc, il développe un travail pictural de réappropriation du design industriel depuis le milieu des années 80. Il réalise des peintures principalement issues du champ du packaging pharmaceutique, mais également des couvertures de disques et de logos. Alors, ces motifs sont comme abstraits de leur contexte. Tout d'abord, il ôte le texte ou tout autre indice qui permettrait de percevoir l'origine du prélèvement. Puis après, un agrandissement par 10 ou multiple de 10 de l'image source. Le symbole graphique devient le motif principal d'une peinture géométrique. Donc là où le graphisme et l'abstraction géométrique s'entremêlent, elles sont d'ailleurs historiquement très entrelacées. Et il me semble que vous avez aussi travaillé en tant que graphiste aussi. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, merci pour cette petite introduction. Oui, voilà. Alors bonjour tout le monde, merci pour cette brève introduction. Alors effectivement, j'ai choisi un titre qui est 2 ou 3 choses que je sais d'elle. C'est un titre que j'ai emprunté à Jean-Luc Godard. C'est un film de la fin des années 60 avec Marina Vladi. Et le générique de fin de ce film, si vous ne l'avez pas vu, mais peut-être ce serait chouette de le voir, mais le générique de fin, c'est une sorte de zoom arrière. Alors on a d'abord un paquet de chewing-gum Hollywood, et puis finalement la caméra recule, et on voit en fait une petite ville se construire avec entièrement des emballages de paquets de biscuits, de lessive, Voilà, je ne vais pas énumérer de marques, je pense que c'est des marques un peu désuètes aussi maintenant, c'est des marques effectivement des années 60, de produits des années 60. Mais j'avais vu ce film lorsque j'étais adolescent, donc dans un cycle Jean-Luc Godard, une première rétrospective à la Cinémathèque à Lausanne. Et puis, quand j'ai commencé ce travail, c'était vraiment quelques années plus tard, j'ai commencé à faire ces peintures d'emballage à partir de 1987, je crois, et 87, oui. Et donc c'était pas conscient, hein, mais il s'avère que j'ai revu ce film il y a 10-15 ans. Enfin, je me suis dit, ah, c'est fou, en fait. Donc c'était peut-être quelque chose qui, inconsciemment, c'était un tout petit peu... je parle trop près ou trop loin? Voilà, c'était des choses dont j'étais probablement juste imprégné un peu de ces images, mais ce n'était pas un souvenir qui était revenu de manière un peu précise. Donc vraiment, quand j'ai commencé quand je suis entré aux Beaux-Arts, assez rapidement, j'avais aussi après avoir effectivement effectué un apprentissage de graphisme, j'ai une formation qui est désuète, hein. Je ne sais pas utiliser un computer, je ne sais pas vectoriser, enfin, je sais cliquer, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, j'avais appris un métier immédiatement désuet, et c'était un peu... C'était pas très bien vu d'avoir ce background de graphiste quand on entrait dans une école d'art, parce qu'un artiste, ce serait censé être un peu au-dessus de ça. Donc, quelque part, après un premier semestre, avec des monotypes, des choses, entre guillemets, peut-être plus évidemment artistiques, je me suis dit, mais en fait, le graphisme, j'ai quand même consacré déjà 5 ans de ma vie. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je vais renier comme ça? Et je me suis dit, mais non, en fait, parce que dans le graphisme, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'indices par rapport à l'abstraction. Enfin, j'ai lu vraiment tout un certain nombre de choses comme des motifs abstraits. J'arrive difficilement à voir mes petites icônes, mais voilà, je pense que ça, c'est un tableau, par exemple, de 88. Ah non, je ne veux pas ouvrir tout, alors. Non, mais si je dois double-cliquer sur ça, c'est bon? Voilà.
Bah, ouais, ça fait pas partie des 5 premiers tableaux, mais en tout cas des 10 premiers tableaux. Alors j'avais été frappé par la construction absolument logique de cette composition. C'est vraiment tiers horizontal, moitié pour la partie grise et quart pour les deux parties colorées. Ça s'appelle Tonopan, je crois, ce médicament. Et c'était fabriqué, je ne sais plus par quel laboratoire, Sandoz, je crois, un laboratoire suisse. Mais voilà, je pensais bien qu'il y avait là quelque chose comme... alors tout à l'heure on a cité des bonbons qui se coulent, mais ici je parlerai plutôt du Canada Dry. Vous savez, c'est doré comme l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Donc quelque part, ma peinture abstraite, elle a tous les signes extérieurs d'une peinture abstraite, sauf que ce n'en est pas une. Quelque part, c'est une peinture hyper réaliste, si vraiment on voulait jouer sur les mots. C'est-à-dire que pour obtenir je suis au plus près vraiment de l'emballage. Hein. C'est-à-dire que j'ai cet emballage comme un échantillon et je prépare ma peinture, alors vraiment au goutte à goutte. Et c'est peut-être ce qui me rapproche de l'expérience pharmaceutique. C'est-à-dire que j'essaye de doser mes mélanges pour obtenir vraiment avec la surface peinte l'équivalent de la surface imprimée. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'avec l'offset, on a des couches quand même très très fines. Donc parfois, c'est des exercices qui sont longs. J'y ai consacré vraiment presque une vingtaine d'années à faire ça. Alors pas forcément avec des boîtes de médicaments, mais peut-être je continue avec d'autres boîtes de médicaments. Ici, quelque chose de français en l'occurrence. Ça s'appelle, c'est très connu, hein, c'est le néocodion. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. On peut mélanger ça avec de l'alcool et ça... C'est un léger psychotrope, mais quelque chose aussi très fameux. Peut-être que je devrais baisser ça. Voilà, ça c'est un médicament évidemment aussi très connu, c'est le Valium de Roche, des laboratoires pharmaceutiques Hoffmann-La Roche. Donc voilà, beaucoup de médicaments au début. Alors pour la raison, effectivement, peut-être de l'étrangeté des couleurs, c'est-à-dire que ce n'était pas tellement les couleurs de l'abstraction, c'est plutôt les couleurs justement, c'est un peu des couleurs qui ont un effet dissuasif, c'est-à-dire que c'est des couleurs pour dire ne me mange pas. C'est-à-dire que si on pouvait penser, tiens, un paquet de bonbons, ben non, en fait, c'est un peu plus redoutable que ça. Donc je pense que ça avait un peu cette faculté, peut-être, à travers les couleurs, mais... Oui, ça c'est aussi français, je crois que c'est Régny, hein, vous l'avez en France avec cet emballage. Oups. Voilà. Mais en fait, il est bien le grand écran, je devrais plus regarder le grand écran. Voilà, j'en oublie certainement d'autres, hein, mais c'est pas très important. Alors, j'ai pas utilisé uniquement des emballages pharmaceutiques. Là, je vous ai montré les principaux. Je peux vous montrer celui-ci aussi. Par exemple, ça, il vient c'est aussi de la chimie, mais c'est pour un révélateur c'est Ilford qui fabriquait ça. Donc pour la photographie. J'aimais bien aussi cet emballage comme ça, Donc vraiment, j'invente rien. Hein. Je change pas les couleurs à ce moment-là. La composition, c'est mon œil. Avec mon œil, peut-être je divise à peu près le millimètre en 4, voire en 5. Donc par exemple, les millimètres sur l'emballage, avec ma petite règle, deviennent des centimètres sur le tableau. Donc je fais juste un transfert par 10, échelle par 10. Donc voilà, si j'ai 32 millimètres, ils deviennent 32 centimètres sur le tableau. Donc et comme ça, j'ai à peu près la taille d'un tableau. C'est pas des tableaux souvent très très grands, c'est des tableaux qui font moins d'un mètre, qui font, je sais pas, 90, 70 cm, comme ça. C'est pas des tableaux très grands. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Alors peut-être justement dans le domaine de la musique, mais celui-ci, je l'aimais bien parce qu'il y a cette petite charte de couleurs qui en soi est presque un élément en plus du tableau, mais je trouvais chouette de la part du photographe de l'avoir collé comme ça. Vous avez peut-être reconnu ici un album du groupe New Order, c'est le premier album de New Order qui s'appelle Movement.
qui est sorti en 80, 81 sur Factory Records. Et le designer de cette pochette est Peter Seville. Je ne sais pas qui sont les designers des packaging de médicaments. Il n'y a pas de traçabilité pour ça, donc j'en connais pas personnellement. Mais ici, je voulais utiliser un graphiste que je connaissais, qui m'avait beaucoup influencé, Peter Seville. Et quand le disque a été réédité en CD, il y a eu un petit crédit qui n'apparaissait pas sur la copie vinyle. C'était un emprunt à Fortunato De Pero, un peintre italien du futurisme. Et De Pero avait déjà utilisé ce graphisme et une police de caractère entre les différentes barres. En fait, il y a une flèche ici. Je ne sais pas si vous l'avez sur l'écran. Ah, voilà, je peux l'enlever parce qu'elle est embêtante. Tu veux dire que ce motif graphique vient du futurisme italien, ouais. Ça a été repris ensuite par Peter Seville pour ouais. le album, et puis tu l'as repeint. Exact, je le remets dans le champ de la peinture. Et en même temps, il ne vient pas du champ de la peinture, il vient déjà d'une plaquette, l'équivalent d'un catalogue d'exposition, mais je ne l'ai jamais eu entre les mains, hein, l'objet original. Je l'ai vu reproduit une fois, mais la référence n'était pas citée lors du premier geste. C'est ce qui m'avait... Là, j'étais parti de la fourre du CD, ce qui me donnait un tableau aussi plus modeste. Que j'avais fait la version vinyle, je l'avais peint dans un cinéma, mais elle est restée le temps de l'exposition. Ensuite, elle ne ressortait pas du cinéma parce qu'il fallait la démonter, et puis elle s'est très vite détériorée. J'utilise pas seulement les tableaux, j'ai aussi fait j'ai pris celle-ci parce que c'était des cercles chromatiques évidents, mais... Oups. En fait, je peux peut-être même en allumer les deux. Ah non, l'un éteint l'autre, dommage, mais... Ah si, non, j'arrive à faire ça, quand même. Bon, il y a probablement 10 ans entre les deux et un changement. Et c'est quelqu'un d'autre, deux personnes différentes qui l'ont exécuté. J'imagine que la première, elle a été photographiée encore en mode analogique. La seconde a été photographiée en mode digital. Et puis voilà, je me suis amusé simplement à la retourner un tout petit peu, mais aucune n'est réellement fidèle. Hein. Mais j'avais trouvé ça sur un petit emballage de filtres pour la photographie. C'était Toshiba qui fabriquait ça. Et voilà, je trouvais que justement le cercle chromatique, ça semblait scolaire, et j'avais envie de faire un tableau un peu comme ça. J'avais aussi prévu de passer un peu de musique. Peut-être que je peux me servir un verre d'eau et en profiter pour vous passer un morceau de musique. Je ne le trouve pas parce que c'est le seul qui a une image. Ah voilà, Art Student égale pour. Voilà, je vais vous passer ça. Je pense que c'est une parfaite mise en abîme. Je vous dirai un tout petit extrait du texte qui est chanté en espérant que ça marche. Voilà, donc le groupe s'appelle Test Patterns et c'est une sorte de groupe qui fait des parodies, ici en l'occurrence d'un morceau des Talking Heads. Enfin, sur ce 45 tours, il y a 3 morceaux qui sont tous des parodies d'un groupe arty par excellence, les Talking Heads, typiquement le genre de groupe que forment les étudiants des écoles d'art qui ne se retrouvent peut-être pas dans les catégories traditionnelles des beaux-arts, justement. Alors si vous n'avez pas bien compris, je vous lis juste le petit passage qui nous concerne cet après-midi, mais tous les jours nous parlons de couleurs, j'aime regarder les formes, quelqu'un a parlé de musique, la musique peut sonner, on dirait c'est le truc qu'il fait ensuite après, comme ça. Donc il n'y a pas de traduction pour cette chose, mais... Donc voilà, évidemment, la musique joue aussi un rôle important parce que c'est des choses que j'annexe volontiers par curiosité personnelle, par goût, tout simplement. Enfin, voilà. Donc j'essaye aussi de relayer un peu ces histoires entre elles, histoires peut-être picturales et musicales. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Alors, peut-être sous la forme de commandes, en l'occurrence, puisque on m'avait invité à designer le poster pour le festival de jazz de Montreux. Voilà. Donc de la typographie aussi, vraiment, la typographie m'intéresse vraiment beaucoup.
pour les je ne sais plus ce qu'on avait utilisé ici comme typographie, mais bon, ici il y avait quelque chose d'un peu Liechtenstein, comme ça, que j'avais souhaité un peu créer pour cette... À vrai dire, ce n'était pas mon projet initial. Mon projet initial, il a été refusé, puisque Max Bill avait fait en 1991 une affiche pour le Montreux Jazz Festival, qui était celle-ci, et j'avais souhaité la reprendre en changeant justement les couleurs. J'avais proposé des couleurs plutôt de type Jamaïque, un peu ces codes de couleurs, et les veuves de Max Bill ont dit non. Donc voilà, le projet a été finalement annulé. Donc j'ai dû rebondir dans un laps de temps assez bref, ce qui était du coup la production de cette affiche. Mais avec le confinement, justement, le semi-confinement en Suisse, j'ai eu l'occasion de redessiner une sorte de remix de ma première affiche. Probablement, je suis plus satisfait de cette deuxième version, comme ça. Donc, ils avaient mandaté les artistes qui avaient déjà fait des posters pour Montreux de bien vouloir en refaire une pour une non-édition du festival, puisqu'il n'y avait aucun concert durant cette année-là. Mais qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Oui, vraiment, la chose imprimée m'intéresse aussi. Moi, j'avais, à titre personnel, aussi fait une autre reprise comme ça de cette affiche. Je devrais à nouveau vous passer un morceau de musique pour l'expliquer, mais c'est un morceau de jazz qui s'appelle Colors, par ailleurs. J'en ai 3 de morceaux à vous passer, donc... Celui-ci est un tout petit peu plus long que le précédent, mais il est super. À un moment, c'est une petite rareté de ce Norman Riley, dont je sais vraiment pas grand-chose, mais si ce n'est que le disque a été quand même réédité sur une... Enfin, le morceau que je vais vous passer a été aussi réédité sur une compilation. Mais voilà, je vous passe Colors parce que c'est trop beau. Voilà, du coup, je vous remontre le poster. Donc, c'était le refrain, hein, Orange, Purple, Red, Black and Green, qui est convoqué ici. Donc, c'est des stratégies que j'essaye un petit peu d'établir maintenant avec justement, de trouver dans des chansons des couleurs qui me seraient données à l'intérieur de compositions toujours trouvées aussi. Hein, donc, mais voilà, j'essaye un tout petit peu de distordre cette forme d'appropriation. Par ailleurs, les Max Bill, là, j'avais pas besoin de demander l'avis des veuves Max Bill, puisque je l'ai fait en toile, et c'est beaucoup plus simple comme ça, mais voilà, j'en ai fait que 2 par contre, parce que j'avais pas suffisamment de place pour... qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Bon, en peinture murale, ça je l'avais trouvé sur un set de table, mais c'était approximativement quelque chose comme les bandes de champions du monde, mais en fait elles ne sont pas dans le même ordre que voilà, les bandes des champions du monde. Mais moi je l'avais quand même trouvé comme ça et je l'avais trouvé assez chouette. Et ça c'est au Cannes, au Centre d'art de Neuchâtel, et justement c'était comme une espèce de fausse épaisseur du mur, donc ça m'intéressait aussi ce côté... un peu millefeuille ou un peu... J'ai fait aussi des tableaux un peu traditionnellement avec les couleurs primaires, comme ça, rouge, jaune, bleu. Je vous montre dans la foulée un multiple que j'avais fait pour l'édition, pour la SGG, c'est une abréviation qui vient de l'allemand, donc c'est une société de gravure suisse. Et du coup, la peinture que je vous ai montrée, elle est ici, puis en fait, elle contamine une petite rétrospective d'autres de mes peintures. Je vous ai montré précédemment le Valium, je pense que c'est la seule que je vous ai montrée, mais ici c'est l'aspirine, ici c'est un petit Robert, le 1, le Robert des noms communs, c'est la tranche d'un dictionnaire Petit Robert. Et puis de la même façon...
ce tableau vert qui était un livret de CD sur un album du groupe Saint-Étienne, contamine pour une autre planche de ce multiple. J'appuie trop fort, ou 2 fois, je devrais appuyer qu'une fois, je sais pas, je fais un truc pas juste. Voilà. Donc ce tableau contamine la même composition et on a vraiment 2 planches très très distinctes. Là aussi j'aurais pu vous montrer les 2 côte à côte parce que c'est assez joli, mais je ne retrouve plus l'autre. J'ai souvent utilisé les verts aux grandes dames des galeristes qui disent que les tableaux verts ne se vendent pas. Donc j'espère bien les démentir hein, par cette insistance, mais alors, je vous montre juste encore d'autres tableaux verts avec une composition en forme de Y que j'ai utilisé un peu comme ça avec 2 couleurs, 2 fois des verts opaques différents. Et j'ai utilisé la possibilité du recouvrement, donc de la peinture un peu en transparence, pour en faire des versions fluo. Et du coup, ça donne ça. Et je trouvais justement que le fluo est quelque chose que habituellement on ne nuance pas. Et je me suis dit qu'il y avait un défi peut-être à essayer de nuancer le fluo, qui est justement une couleur pour désigner quelque chose d'absolument pas nuancé, quoi, qui est quelque chose pour affirmer une présence, enfin, cette affiche sur cette porte. Et je trouvais que de nuancer le fluo, il y avait quelque chose d'un peu paradoxal, mais assez... J'ai aussi utilisé le neutre dans les possibilités de recouvrement, donc la voie du neutre en l'occurrence. Par exemple, ce tableau, je pense que même avec la reproduction photographique, on devine qu'il est divisé en forme de X, et qu'il y a du jaune, qu'il y a du rouge, qu'il y a du noir et qu'il y a du vert. Et ensuite, il est repeint avec Lascaux, qui est une marque suisse, fabrique un gris neutre qui porte bien son nom. C'est vraiment un gris ni chaud, ni froid, peut-être là, j'ai pas la chanson parce que je l'ai seulement en vinyle, mais Duke Ellington avait sorti un album qui s'appelle Black, Brown, Beige. Et du coup, j'ai aussi... là, c'était un vrai défi de trouver chez les marchands de peinture un fabricant qui appelle le beige beige, qui appelle le brun brun. Parce qu'en général, le beige s'appelle chamois, ou je sais pas, on lui trouve des fantaisies. Et pareil, les bruns, c'est toujours des terres, c'est toujours une autre terminologie, mais c'est rarement brun. Donc finalement, j'avais trouvé une marque allemande qui avait ces désignations de couleurs un peu élémentaires. Ça, c'est aussi des petits exercices de couleurs assez évidents. Hein. C'est-à-dire que si vous utilisez du turquoise, du magenta, les 2 combinés vous donnent ce violet. Et si sur la même surface vous rajoutez du jaune, vous obtenez à la place du turquoise ce vert, à la place du magenta ce rouge, et à la place du violet du noir normalement. Donc quelque part un peu l'inverse un peu de mes peintures jamaïcaines. Alors ça, c'est un espace très intriguant, hein, c'est un mini-espace en Valais, à Sion, lié à une médiathèque, c'est un Kunstambau. Donc après, je me suis aussi beaucoup intéressé justement aux possibilités des marques de couleurs. Donc, alors, j'ai pas beaucoup de documentation de ces choses, mais j'ai remarqué à force de fréquenter un peu des expositions que souvent on reconnaissait, ou plutôt on ne reconnaissait presque plus les peintres parce que tout le monde utilise les mêmes marques. En l'occurrence, quand vous utilisez des marques de bonne qualité, vous vous retrouvez souvent chez Lascaux, par exemple, une marque précitée, hein, ils ne sponsorisent en rien mon travail, mais là en l'occurrence c'est une autre marque qui s'appelle Carandache. Mais par exemple, le Lascaux, il est utilisé par Sol Lewitt, il est utilisé par des peintres en Suisse romande comme Christian Floquet.
ou Stéphane Daflon, qu'à un moment donné, justement, je me suis dit, mais c'est fou, finalement, j'identifie d'abord la couleur à cause de la marque de la peinture, donc je me suis dit qu'il fallait que je sorte aussi de ces habitudes et de cette routine. On achète évidemment une marque, c'est plus économique, parce que, alors que si on doit acheter plusieurs marques, ben évidemment, il nous faut beaucoup de couleurs à chaque fois. Mais je trouvais que c'était une façon un peu de sortir d'une forme où finalement l'identification d'un tableau, elle se produit aussi par la marque de la couleur. Il y a vraiment une sorte donc c'est deux expositions différentes, mais j'avais pu remontrer un peu les mêmes tableaux dans deux contextes différents, comme ça. Ça, c'est en fait à droite un emballage de médicaments, mais avec des couleurs d'un label de musique. Et puis ça, c'est une composition que j'avais trouvée sur Internet. Donc évidemment, j'ai aussi fait un peu le passage entre les synthèses soustractives et les synthèses additives, puisque souvent je suis amené quand même à chercher des choses sur le net et puis à les mesurer comme ça. Ça, c'est juste une photographie d'une pochette de disque, mais voilà, ça s'appelle Color Music, donc c'était aussi un petit peu en filigrane ce que j'avais envie d'évoquer cet après-midi, comme ça, parmi ces passages possibles entre ces catégories de la musique, Peut-être je vous montre ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait pour un Kunstambau, c'était pour une école. En fait, vous avez peut-être déjà vécu ce moment, mais parfois sur Google Images, les choses mettent du temps avant de s'afficher, et tout à coup on a ces rectangles colorés. Et j'ai eu quelques bons réflexes, puisque j'ai fait des captures d'écran à ce moment-là. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je recherchais à ce moment-là, mais en tout cas j'ai obtenu ce type de composition que j'ai ensuite réalisé en wall painting pour une école primaire en Suisse. Toujours un peu dans le domaine de l'édition, où je peux entre guillemets envisager des rétrospectives, des formes que j'ai utilisées dans des tableaux. Alors celles-ci sont fluo, à vrai dire, c'est un orange fluo et noir. J'ai pris 3 photos, j'en avais fait 18 pour une petite expo, comme ça, je les ai un peu rajoutés au dernier moment. Ça, par contre, c'est pas du fluo, c'est du orange d'impression. Donc j'avais d'abord fait en fait 12 une petite rétrospective, c'est des planches de 50 par 50, comme ça, je crois. Et puis ensuite, j'étais passé à la version fluo, justement, pour le orange. Ouais, ben ça, c'est le 3e partie du triptyque, mais c'est pas fondamental de voir ça. Mais si ce n'est que non, en fait, on ne retrouve pas. Il y en a une que j'ai photographiée de manière isolée, enfin que j'ai extraite de manière isolée, parce que personnellement, je ne suis pas sur Instagram, mais cette chose a été postée sur Instagram et un artiste américain qui s'appelle Blair Turman a posté cette image avec un tout petit texte. Il s'est fendu d'un commentaire. Je vous le dis, non pas par autosatisfaction, mais peut-être que c'est tout simplement instructif. Alors, il raconte qu'une fois, lors d'une table ronde, il a entendu Baudevin dire que l'une des choses importantes pour lui était le pourcentage de couleurs dans les œuvres, les pourcentages relatifs, et celui-ci le montre vraiment. Alors, je ne sais pas, ça n'engage que lui, hein, mais on peut imaginer que ce petit retour, en tout cas, moi je l'ai trouvé fort sympathique, mais est-ce que je vous joue encore un petit morceau de musique? J'en avais. Il y a quelque chose dont j'ai pas encore de peinture, et pourtant j'ai utilisé ça. Ah mais non, je l'ai pas pris. Ah si, il est là. Blue, Green, Grey on Gone, c'est une chanson de Michel Legrand, qui a aussi composé de la musique pour Jean-Luc Godard, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre ça. Et il y a aussi un autre film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Lettre à Freddy Buach, qui est un film de commande de la ville de Lausanne. Et Jean-Luc Godard décrit l'inscription de la ville comme quelque chose de vert, gris et bleu.
Et voilà, je trouvais assez marrant que finalement, de manière totalement indépendante, Michel Legrand consacre une chanson aussi à ce trio de couleurs. Et cet été, j'ai pas un tableau réellement gris, vert et bleu, mais j'ai pas de photographie de ce tableau. Voilà, magnifiquement interprété par Sarah Vaughan pour cette version. J'ai oublié aussi de vous montrer ça, en fait, dans la logique un peu de ce que je vous avais montré précédemment de Max Bill. J'ai en fait utilisé ces couleurs pour une sérigraphie aussi, qui est en fait le logo TDK, sauf que je l'ai complété pour qu'il rentre dans un rectangle. Mais c'est aussi ces logos construits de manière avec des logiques implacables. Vous avez un triangle isocèle, et puis ensuite 4 carrés divisés par leur diagonale, et puis on relie les différentes pointes entre eux. En faisant ces recherches, j'en ai trouvé un qui correspond à je ne sais absolument pas quoi, je pense une erreur, mais je l'ai trouvé sympathique en termes de coloris, comme ça. Je me dis que je vais peut-être la faire à mon tour. Oups. Il y a une ou deux images que je ne vous ai pas montrées. Celle-ci, c'est bien les superpositions comme ça. C'est une boîte de papier d'Arménie, donc ces petites choses qui ont un peu l'odeur de l'encens. Et j'avais acheté cet emballage sur Internet, et puis maintenant je prépare généralement un peu plus que le mélange nécessaire pour faire un tableau quand je fais ce genre de choses. Parce que j'ai toujours un peu mal au cœur de jeter de la peinture. Donc du coup j'avais aussi peint ce tableau qui était cette composition qui apparaît déjà bien plus tôt dans mon travail, mais voilà, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir à cette composition, je sais la faire à peu près rationnellement. Donc j'avais réutilisé les coloris du papier d'Arménie pour cette relecture d'une autre composition antérieure. Parmi les images, je pense que je vous ai presque tout montré, mais je ne vous ai pas montré ça, mais c'est pas indispensable. Je vous ai pas montré. Enfin oui, il y en a une ou deux que j'ai un peu switché, mais c'est pas très grave. Et peut-être pour conclure, je me suis dit qu'elle aurait été mieux juste après la chanson de Michel Legrand, puisqu'il était question de Blue Eye, et je me suis dit que j'allais terminer cette petite présentation par une peinture qui vous regarde. Voilà, il faudrait que je la fasse beaucoup plus grande pour qu'elle vous regarde de manière encore plus... Voilà, je pourrais sans doute ajouter plein d'autres choses, hein, mais je voudrais pas, enfin, au risque d'être redondant peut-être avec certaines choses par rapport au noir. J'avais aussi relevé la chanson de Painted Black des Rolling Stones. Qu'est-ce que j'avais? Mais voilà, je vais pas. Je pense que j'ai dit l'essentiel, et je vois quand même que l'heure de la table ronde approche, donc Alors, petite question. Moi, j'ai une petite question. J'ai été frappé par le fait que vous parliez de votre première formation de graphiste et qu'ensuite vous parliez de ces boîtes de médicaments où finalement les graphistes, on les avait oubliés. On ne sait pas qui a fait le graphisme. Rarement, enfin probablement on le sait, mais les entreprises en tout cas ne communiquent pas. Donc sur cet aspect-là, je sais quand même que beaucoup d'artistes de l'art concret travaillaient également un peu comme graphistes. Lozay travaillait comme graphiste à Zurich. Donc j'imagine qu'à un moment donné, ils ont peut-être été confrontés à ce type de mandat, mais sans aucune certitude. Hein. Mais en tout cas, il y a une parenté évidente entre ce qui se fait dans le champ de l'art concret et ce qui se fait presque au même moment dans le champ du graphisme. Max Bill, par ailleurs, a fait les deux. Enfin,
Verena Elvensberg était plus proche de la musique, du jazz, et Camille Greiser fait aussi les deux, il fait même du design. Et vous avez refait du graphisme un petit peu ou... Oui, parfois, justement, Montreux, c'est bien, c'était pas dans ma période de graphiste, c'est qu'après être passé par la peinture, finalement, on me convoque aussi comme graphiste, et c'est presque plus chouette. Enfin, donc j'ai toujours du plaisir à faire ça. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je le faisais pour des catalogues, ça m'a permis un peu de financer mon cursus Beaux-Arts, et puis... Est-ce qu'il faut comprendre que la peinture est un médicament? Alors oui, moi j'ai pas tellement réfléchi de cette façon, mais entre autres Olivier Mosset pensait que si la peinture n'était pas morte, elle était en tout cas bien malade et qu'il fallait la soigner. Donc il y a de ça quand même. Voilà, en tout cas il a vu chez moi une sorte de possibilité d'y remédier, comme ça en tout cas d'adoucir les maux de la peinture. Parce que les médicaments dont vous avez parlé, c'était un antidépresseur, un psychotrope, un léger psychotrope et une aspirine. Donc est-ce qu'il y a aussi un certain type de médicaments qui vous intéresse particulièrement? Alors la plupart, c'est quand même des médicaments que je peux avoir sans ordonnance ou très vite des amis m'ont confié leur boîte de médicaments. Quand je suis arrivé à Genève, justement, j'ai été hébergé chez des amis dont un de ses amis avait des problèmes d'asthme, et chaque matin, sa pharmacie était remplie de choses. Donc vraiment, au quotidien, en fait, il y avait tout à coup cette abondance de boîtes de médicaments, et c'est vraiment ça qui m'a un peu incité à me dire, mais en fait, voilà des peintures abstraites. Enfin, Au début, j'avais aussi cherché dans le registre ferroviaire, parce qu'il y a des choses plutôt un peu... qui font penser aux avant-gardes russes, il y a des croix, c'est plutôt noir-blanc, enfin, mais je ne savais pas trop comment convertir ça, et puis alors que les médicaments c'était beaucoup plus simple, quoi. J'avais qu'à m'en saisir et puis faire ce transfert. Donc, Merci. Moi je peux poser une question sur le transfert justement. Vous faites ça à l'œil? Ah non. Alors comment vous produisez, comment vous passez du passage de la couleur imprimée à la couleur peinte en termes de transfert de couleur justement? Ah oui, le transfert des couleurs il se fait à l'œil, effectivement. Alors c'est la subjectivité de mon œil, mais j'essaye, j'ai aucune machine ou trucs comme ça, comme les imprimeurs ont des espèces de petits scans. Moi j'ai pas ça, donc mon œil est fiable à 98%, mais peut-être que c'est beaucoup plus catastrophique que ça, mais je m'en rends pas compte. Oui, donc du coup, les couleurs que tu prends, tu n'achètes pas la couleur directement dans le... Ah non. Tu fais l'inverse après avec la couleur. Alors maintenant, oui, je travaille vraiment avec la couleur sans la mélanger, mais pendant... Sans la mélanger. Voilà, mais pendant plus de 20 ans, je mélangeais au goutte à goutte, réellement. Donc, ce qui me permettait d'écouter beaucoup de musique. J'aimais bien ce confort, mais peut-être maintenant, j'ai besoin d'avoir peut-être aussi plus de tableaux et plus de... Je sais pas, il y a... donc maintenant, tu l'achètes directement d'après nuancier. Voilà, ouais. D'accord. C'était par exemple les toiles sur mur rose, là, ça c'était des toiles où j'ai rien fait, quoi. C'est justement la signature du marchand de peinture qui se substitue un peu. Oui. Moi, je m'interroge juste, ça me travaille cette histoire. Je m'interroge pour l'histoire du verre, là, et les galeristes. Ça me travaille. Parce que, d'abord, on est un certain nombre ici à aimer le verre. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est sorti. Chez moi, par exemple, j'ai une main verte sur fond noir qui a été peinte par Guy Lasserre, qui à l'époque il faisait ce genre de tableau il y a une trentaine d'années. Et ce verre, effectivement, je ne sais pas pourquoi, fout la trouille aux gens, quoi. Mais par contre, on dit, il me semble que les nuanciers des bureaux, c'est du vert qu'il faut. Pourquoi je m'explique pas. Franchement, je suis comme un con. Je m'explique pas pourquoi. Il faut poser des questions aux galeristes, en fait. Ah oui, j'étais totalement décontenancé par cette remarque, mais. Explique ça un petit peu. Je disais, excuse-moi. À la télévision, je crois que c'est aussi une couleur qui est
pas volontiers convoquée, je trouve ça, parce qu'elle porte la poisse. Si on vient en vert à la télé, on va rater son... C'est vert, j'espère. Pastoureau, Michel Pastoureau, dans son histoire culturelle des couleurs, il parle de ça, des couleurs qui sont mal aimées. Alors il parle du vert et il parle du jaune aussi. Il raconte un souvenir d'enfance dans lequel il souhaitait tellement ardemment un petit vélo, et puis son père lui a dit: ça y est, je t'ai trouvé un vélo, je t'ai acheté un vélo. Il était tellement content, et le vélo était jaune, hein. Je vous explique pas la déception. Pourquoi le jaune? Il était au rabais, personne n'en voulait, et donc je pense que c'est un peu quelque chose du même style. Le jaune et le vert sont pas si loin. Il y a un très beau tableau de Kandinsky qui est reproduit dans ce catalogue, qui s'appelle Vert vide, vert la couleur. Mais Fabrice Hibert, il a essayé de réhabiliter le vert il y a déjà 20 ans, 30 ans même. Qui? Fabrice Hibert. Ah bah oui, bien sûr. Il y a des questions? Vous êtes séché? Ah. Moi, j'ai une question au sujet de... pour les boîtes de médicaments, vous dites que les graphistes ont été oubliés, mais quand vous reprenez un logo ou quelque chose de plus récent, la pochette de New Order, est-ce qu'il y a une question de droit d'auteur? Alors vraisemblablement, il pourrait y en avoir, mais comme mes peintures sont assez peu exposées ou reproduites, Okay. j'ai jamais été confronté à ce type de réprimande, mais évidemment, je pense que je pourrais avoir des... Si c'était le cas, je ne sais pas, peut-être que je recouvrirais la peinture, ou voilà, je trouverais un subterfuge pour ne... J'ai pas utilisé quand même de logo trop connu. J'ai parfois fait Adidas, mais par exemple en imaginant la catégorie intermédiaire entre le A et le D. En fait, c'est un exemple qui est donné dans Nelson Goodman, où il imagine justement une lettre intermédiaire qui n'est ni un A ni un D. Donc, mais si on écrit Adidas avec ni un A ni un D, ça reste Adidas. Parce qu'on connaît tellement le rythme des mots. Et j'ai pas fait Coca-Cola ou Nike. J'ai quand même presque réfléchi en catégorie aussi un peu suisse. C'est qu'évidemment toutes ces choses nous venaient des États-Unis, mais enfin beaucoup des choses. J'ai commencé avec Godard, mais c'est le paquet de chewing-gum Hollywood. Enfin, en l'occurrence, c'est peut-être pas designé en Amérique, mais on nous vend quand même un truc américain, quoi, avec Hollywood chewing-gum. Et c'est vrai que j'étais un peu intéressé par le côté local. J'aimais par exemple le travail de Fichtli-Weiss, qui était vraiment ce travail un peu... En Suisse, on le perçoit peut-être de manière plus évidente. Et du coup, quand vous travaillez par exemple avec le logo Adidas, c'est quoi qui vous intéresse pourquoi vous le refaites en peinture? Qu'est-ce qui vous intéresse pour refaire? C'est le côté pictural, graphique? Oui, c'est-à-dire qu'avec cette différence entre les A et les D qui s'amenuisent, du coup j'ai un peu des ronds, donc j'ai un peu des Olivier Mosset, j'ai des cercles noirs en fait. Donc oui, ça se relance, ça ricoche avec des choses de la peinture. Ouais. Je l'ai fait en wall painting, donc ça a duré le temps d'une exposition. C'était quelques mois parce que c'était une expo au Bamco, mais voilà. Mais ensuite elle a disparu. Il y a une photographie, mais c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je pense que c'est pas un hasard que vous vous concentriez sur des graphismes suisses, parce qu'ils sont d'une qualité supérieure à beaucoup de graphismes d'autres pays. Et il y a toute une tradition, effectivement, dont Max Bill, pour commencer, de design, de graphisme, de peinture, qui ne séparent pas ces disciplines, depuis Fordenberg, Gildewald jusque Lose et compagnie. Oui, y compris en typographie, c'est des domaines, effectivement, je pense qu'on a une sorte d'aptitude un peu... Et même, là c'est un peu plus provocateur, parce que je pense à un autre artiste suisse qui fait, alors là, pas du tout la même chose que vous, mais qui a commencé lui aussi
comme un graphiste avec une formation de graphiste, et c'est Thomas Hirschhorn. Ouais. Oui, alors lui, il est allé dans une toute autre direction. Absolument, oui. Et c'était peut-être mon premier semestre aux Beaux-Arts, c'était un peu effectivement d'essayer de créer cette rupture, et puis, mais qui me mettait mal à l'aise en fait. Donc je me suis dit, moi je me reconnais vraiment dans le graphisme en fait. C'est des formes qui me sont familières depuis mon enfance, depuis... Mais lui aussi se reconnaît dans le graphisme. Ouais. Sa revendication paradoxale, alors comme il dit, il fait de l'art politiquement, il ne fait pas de l'art politique. Mais sa revendication paradoxale, c'est d'être un formaliste. Et il revendique cela, c'est en grande partie à cause de sa formation de graphiste suisse. Ouais. Suisse. J'avais à nouveau une question, mais sur vos liens à la musique, puisque finalement, on a vu que vous pouviez transférer une pochette de disque vers la peinture. Vous nous avez fait entendre des morceaux qui évoquent les couleurs. Est-ce que vous avez déjà fait une pochette de disque pour un groupe de musique? Oui, j'ai fait pour le groupe d'une artiste qui s'appelle Pauline Boudry, qui avait un groupe à Berlin justement qui s'appelait Rhythm King and Their Friends. Là, j'ai fait une peinture figurative, j'ai fait une femme qui fume une cigarette sur le paquet d'une marque suisse qui s'appelle Arlette, qui était un peu... Il y avait Marilon, qui était une marque de cigarettes très célèbre, et puis Arlette essayait un petit peu de rivaliser avec Marilon, qu'ils avaient imaginé une dame comme ça. Je l'ai aussi fait en wall painting, mais oui, j'ai produit aussi des disques. J'ai demandé une fois à John Armleder de dessiner une pochette de disque pour des solos de batterie, parce que j'avais en souvenir justement ces pièces de John avec des batteries et des peintures derrière. Oui, j'ai fait pour David Cunningham, un musicien anglais issu des Flying Lizards. J'en ai fait quelques-unes, aussi de groupes locaux. J'ai essayé de réfléchir aussi un peu à cette question. Par exemple, avec justement un groupe qui était constitué de certains de mes anciens étudiants à Lausanne, qui s'appelle Honey for Petsy. Je leur ai demandé s'ils étaient intéressés de faire un disque où la pochette précède le disque. C'est-à-dire que je design la pochette et eux, ils imaginent le disque. Donc on avait fait ça pour un petit 45 tours. Et est-ce que bientôt, il y aura une boîte de médicaments signée avec une de vos compositions? Mais alors ça, je crois pas, parce que ça a quand même un peu changé. Je pense que l'outil Macintosh a reconfiguré un peu le graphisme des médicaments, donc j'étais aussi dans le bon laps de temps. C'est que maintenant, ils utilisent beaucoup de dégradés. Vraiment, c'est plus très chouette, le packaging pharmaceutique. Hein. C'est devenu un peu... Ouais, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais. Là, une page est vraiment tournée, donc à moins qu'il y ait un revival, mais ça m'étonnerait... Parce que ces choses-là ne font qu'évoluer, elles reviennent rarement en arrière. Donc, il n'y a pas de raison de faire une série vintage d'aspirine. Peut-être on s'arrête là, on fait une pause. On fait une petite pause de 5 minutes. Et on vous voilà.